Voilà. Bon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir bravé le froid et d'avoir fait cette jolie route pour venir un dimanche matin écouter cette discussion, cette conversation qu'on va avoir avec Fabrice Aragno autour de l'exposition qui est en cours, qui est une exposition, une création et un hommage à Jean-Luc Godard, qui sera suivi par la projection d'un film que tu as choisi. Et j'ouvre tout de suite la discussion, mais avant ça, j'aimerais peut-être introduire très brièvement Jean-Luc Godard, même si c'est un petit peu difficile de faire ça en quelques mots, mais je vais essayer. Je vais commencer par la fin. Il est décédé en septembre 2022 à Rolle, où il résidait. Il est parti en laissant derrière lui un travail complexe, dense, important, qui s'est étendu sur plus de 60 ans, qui a remis en question par ses expérimentations formelles, sonores, littéraires, ce que peut être le cinéma. Dans son enfance et depuis la fin des années 70, il va habiter ici dans le canton de Vaud. C'est pour ça que c'est un petit peu spécial aujourd'hui cette présentation, parce qu'elle se trouve dans un paysage qu'il a beaucoup arboré et qu'il connaissait très bien. Et j'aimerais peut-être dire encore que Fabrice, tu as travaillé plus de 20 ans avec Jean-Luc Godard de plusieurs manières. Tu as travaillé comme monteur, comme producteur, comme technicien, comme collaborateur. Tu as aussi beaucoup discuté avec lui. Et le point de départ d'aujourd'hui, c'est le premier film sur lequel tu as travaillé avec lui, qui est Notre musique. Et ça concerne la fin, le paradis. On va un petit peu plus parler de la projection dans un second temps. Donc je voulais commencer par là, par la collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler 30 ans avec un cinéaste, toi qui fais aussi des films, et comment ça se passe dans les faits, dans la pratique? Ça se passe surtout dans la pratique. En fait, c'est 20 ans. Je l'ai rencontré le 15 septembre 2002. Il m'a laissé un message sur mon répondeur le 13 septembre 2002 et il est parti le 13 septembre 2022. Donc le hasard fait que ça fait 20 ans, jour pour jour. Et donc moi, je suis cinéaste, entre autres, mais j'étais pas particulièrement godardien avant, parce qu'il y a des catégories de gens qui sont très godardiens, comme ça, plutôt universitaires, ou qui sont dans cette forme-là. Et moi, c'était pas du tout mon cas. J'ai pas fait un parcours universitaire, mais plutôt de la fabrication, enfin plutôt du manuel de faire. Je viens du théâtre, entre autres, et d'autres trucs un peu comme ça. Et d'ailleurs, justement, l'école de cinéma que j'ai fait un peu avant, il me présentait comme Jean-Luc Godard. Je savais qui était Jean-Luc Godard, évidemment, mais les films qui étaient présentés ou analysés, ils nous étaient présentés comme étant très compliqués, ou auxquels on ne pouvait pas avoir accès si on n'a pas toute la littérature, toute la philosophie, tout le savoir, d'avoir tout lu, tout vu pour comprendre. Enfin, surtout les professeurs universitaires, ils nous présentaient les choses comme ça. C'est comme ça, il a voulu dire ça, il a voulu faire ça, il a fait ci, il a fait ça, vous voyez, c'est une référence à ça, c'est une référence à ça. Et quand vous n'avez pas les références, vous êtes un peu, bon, bah, c'est pas pour moi, alors c'est une chose inaccessible. Et aussi en parallèle, il y avait un ami, enfin un professeur qui était aussi un ami, qui avait travaillé avec lui comme technicien, et il avait dit, mais il a un caractère de chien, enfin c'est horrible, enfin il est très difficile, enfin c'est très compliqué. Et quand j'ai eu la chance enfin la chance, oui c'était la chance vraiment, mais enfin, l'opportunité ou le hasard a fait que j'ai pu aller travailler pour lui. Donc j'avais très peur avant d'aller le rencontrer, parce que j'étais sûr qu'il allait me passer à l'examen, qu'il allait me questionner sur tout, et j'avais essayé. Enfin, je dis ça, c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas encore les films de Godard, que ça peut se faire de manière assez simple. Donc juste avant d'aller le voir la première fois, je me suis dit, bon, il faut que je connaisse au moins son dernier film, quoi, parce que enfin, il va me... Et j'avais pris une copie en cassette encore à la bibliothèque, et j'avais essayé de le comprendre la nuit avant d'aller le voir. C'était un dimanche à peu près la même heure qu'aujourd'hui, un dimanche en hiver. Non, c'était en septembre justement, mais enfin il faisait gris comme ça, un dimanche gris. Et, euh, et la nuit avant, j'avais regardé ce film chez moi en VHS pour essayer de le comprendre, et je comprenais rien. J'ai dit, je dois comprendre, il faut que je comprenne, qu'est-ce qu'il veut dire. J'essayais de voir, et puis je m'endormais, enfin j'arrivais pas. Et c'est horrible quand vous devez comprendre, c'est impossible. Et je me suis dit, bon, bah, il va me trucider, quoi. Enfin, je vais aller le voir, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre, on vit qu'une fois, et on y va. Et à peine je l'ai rencontré, enfin, il y a tout un cheminement pour arriver chez lui, donc une espèce
c'est un peu l'arrivée de la belle chez la bête, chez Cocteau, même dans le roman, quoi. Enfin, on se dit, il y a un monstre, ça sent le cigare, on est dans un espace un peu sombre comme ça, il y a une silhouette au fond du couloir de son atelier. Enfin, il y a des bibliothèques de livres, des bibliothèques de machines, de caméras, de micros, de choses. Et finalement, j'ouvre la dernière porte, enfin, il y a une affiche de Cocteau, derrière une silhouette, j'arrive, et puis je me dis, je veux voir un monstre, quoi. Enfin, une Godard, le dieu, le machin. Et non, je vois juste un petit bonhomme à une grande table, tout gentil, tout humble, qui dit bonjour. C'est vous le monsieur, c'est vous Dieu là. Bon, alors je dis bonjour, et puis je m'assieds, et puis on commence tout de suite à parler de choses à faire. Justement, on parle pas beaucoup. On me dit bon ben il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Ah bah très bien, alors je vais faire ça, je vais faire ça. Il m'avait donné un peu de sous, et puis j'étais parti commencer à faire des choses, à faire des repérages, à faire des choses. Et ça a été ça pendant 20 ans. Donc plus que de parler, c'est plutôt faire, quoi. Donc moi je suis plutôt dans la fabrication, et puis évidemment une idée en amène une autre. Donc avec lui les idées c'est très vite, c'est foisonnant. Donc moi aussi du coup je foisonnais d'idées, de faire des choses, et puis c'était ça pendant 20 ans, quoi. Donc ça pas vraiment, le temps n'a pas passé, quoi. Voilà. Et puis, tu décides de lui rendre un hommage sous la forme d'une exposition. Oui. Euh, Oui, alors à plusieurs étapes. Enfin, c'est une idée, en amène une autre, quoi. Donc les choses, c'est pas que ça arrive comme ça. Et puis chez lui aussi, je crois. C'est un type, il a commencé dans les années 50 et ça s'enchaîne. Et on jusqu'à peut maintenant, peut-être quoi. dire qu'il a tenté plusieurs formes cinématographiques, mais que tout ce qu'il a pratiqué a toujours été extrêmement expérimental jusqu'à la fin. Ouais. Il a réinventé vraiment par la forme. Il n'aime pas refaire deux fois la même chose. Euh, D'ailleurs, dans les contrats avec les acteurs sur un film, il y a toujours une clause pour des retakes, pour faire des reprises de plans qu'on aurait mal fait, qu'il y avait un problème, il faut les refaire. Et donc souvent, il a utilisé cette forme de retake, d'avoir des acteurs encore un coup pour tourner des choses, mais il n'a jamais fait la même prise, le même plan. C'est tout de suite pour en faire d'autres choses. Et à la fin de chaque film, il a toujours vidé toutes ses étagères, les affaires, sa table, tout ce qui a constitué le film, il a chaque fois jeté, tenté de jeter. Moi, j'étais un peu derrière pour récupérer dans des sacs poubelles et je ramenais à mon atelier, mais il a toujours fait table rase pour repartir chaque fois à zéro. Mais c'est pas à zéro, parce que quand il fait une évolution sur une pensée dans un film, celle d'après, elle se poursuit quand même. Mais il recopie jamais ce qu'il a fait. Bon, en tout cas, il s'interdit au maximum de recopier, même s'il retombe des fois dans les mêmes choses. Et d'ailleurs, il disait encore une chose, il disait, mais moi je fais pas des films, je fais du cinéma. Comme un peintre ne fait pas des tableaux, il fait de la peinture. Voilà. Alors, si on rentre dans l'exposition directement, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, en tout cas, il y aura une visite juste après. Vous pourrez prendre le temps aussi seul de vous balader. Si on parle déjà de l'architecture, au-delà de la mise en espace de 5 films, tu as choisi les 5 derniers films, les 5 derniers longs métrages, parce qu'il y a aussi des courts métrages, les 5 derniers longs métrages, c'est-à-dire un déroulé qui part des années 2000 et qui s'arrête en 2018. Donc l'éloge de l'amour, notre musique, film socialisme, adieu au langage et le livre d'images. Donc les fragments que vous allez voir dans l'exposition sont tous prélevés de ces 5 films-là. Est-ce que tu veux dire d'abord quelque chose là-dessus et ensuite peut-être sur un ajout supplémentaire qui est la question de la bibliothèque? Bon, alors c'est lui-même qui avait cette sensation, c'est que pour arriver à son dernier film, le livre d'images, le cheminement avait commencé avec les 4 précédents films. Donc il commence avec Éloge de l'amour, plus ou moins. Et puis plus ou moins, c'est aussi... donc moi, je suis arrivé pour notre musique, mais c'était un peu cette période-là. Donc c'est aussi un peu mon histoire avec lui, et c'est aussi son dernier... son dernier cycle ou période ou tardif, ou ça, voilà. Donc quand on a... Donc le titre Éloge de l'image, ça vient des titres des films, Éloge de l'amour, notre musique, film socialisme, adieu au langage, le livre d'images, voilà, éloge, image. Et on a créé une exposition l'année dernière à Paris, qui était un voyage à l'intérieur dans un espace de création de danse, où chaque espace était sur un film. Donc on pouvait passer dans les 5 films complets. Ici, la question de l'hommage, on s'est dit, bon, on va aussi reprendre ce parcours des 5 derniers films,
mais de ne pas faire un lieu par film, mais de les... Donc c'est une première ici pour ça, de les associer transversalement, donc de pouvoir voir des choses qui résonnent de film à film. Alors juste parce que vous n'avez pas vu l'exposition, je me permets d'ajouter une chose. Donc les films en fait ont été déconstruits, décousus, les images d'un côté, le son d'un autre, et il y a une recomposition aléatoire qui se fait et qui n'est jamais la même, qui n'est jamais répétée. Donc le film est libéré de sa temporalité chronologique, linéaire, et on se balade dans l'espace de manière complètement libre, et on a une image qui entrechoque une autre image, qui appartient donc à un film et à un second film, ou peut-être au même film, mais à un moment différent, et le son vient se superposer aussi par-dessus. Donc peut-être dire que le rapport de Jean-Luc Godard à l'exposition est un rapport historique. C'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé. Mettre des images dans un espace et les libérer, c'est une tentative qu'il a faite au Centre Pompidou en 2006, qui a été une tentative très complexe pour lui, mais il a vraiment essayé cette mise en espace. On ne va pas revenir sur la question du voyage en utopie à Pompidou. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va commencer à travailler sur cette exposition en 2003 et que notre musique sort en 2004. Donc, on va projeter un film aujourd'hui qui a 20 ans et qui a aussi existé en même temps qu'un processus de mise en espace d'images. Donc, c'est intéressant ensuite de sortir de la projection et de se retrouver à nouveau dans un autre type de mise en espace très différent. Voilà. Oui, pour moi, la motivation première de la mise en espace, c'est de vous placer, vous, en tant que visiteur ou voyageur d'une exposition, ou spectateur, dans la même place que je pouvais l'être, ou que Jean-Luc l'est aussi quand il travaille. C'est qu'on est au milieu des choses, on n'est pas face à quelque chose qui est projeté, mais quand on fabrique, on est dedans, quoi. On est au milieu de la pensée qu'on génère dans le film, ou on est au milieu des images qu'on travaille, on est en avant, en arrière, dans le temps, et on a le temps aussi. On est dans le temps et on a le temps et l'espace. Et quand on voit le film, ben, il peut être un peu plat, quoi. Enfin, plat, c'est-à-dire il est effectivement, comme tu disais, enfermé dans sa linéarité, dans sa temporalité. Alors c'est parfait, hein, c'est le cinéma, mais ça peut être intéressant pour voir l'objet film, de peut-être partager un moment où les choses sont démontées. Vous pouvez récupérer chaque élément du film comme étant une pièce en elle-même, comme un mot ou une phrase ou un petit haïku, et qu'une fois que vous voyez le film, eh ben, vous reconnaissez des éléments de vous-même. Donc c'est un peu l'idée de l'expo, c'est de démonter pour que vous ayez le temps d'être à l'intérieur de la pensée et que ça génère votre propre pensée par rapport aux images. Et quand on voit le film, ben, peut-être ces résonances. Donc c'est bien, là vous allez voir le film avant, donc peut-être vous allez avoir des résonances par rapport au film à des petits bouts qui vont apparaître après. Ou inverse, si vous revoyez le film une autre fois, ou les 5 films, tout à coup, il y a peut-être des éléments que vous dites, ah ben ça, je connais, parce que sur cette image-là, j'ai eu cette pensée-là qui m'a été provoquée parce que j'avais juste vu une autre image qui n'avait rien à voir, mais qui en moi avait quelque chose à voir et qui m'a fait des choses qui me parlent, des choses comme ça. Donc c'est vraiment l'exposition, c'est vraiment pour que ça vous parle. On peut peut-être ajouter qu'il y a un processus de polyphonie. Donc c'est à la fois les images et les sons se mélangent, mais c'est pas une seule voix qu'on entend, c'est vraiment plusieurs voix qui se confrontent, qui sont parfois contradictoires, qui parfois s'entendent et qui font écho, en tout cas dans le présent, en fonction de ce qu'on vit aussi. Donc l'expérience n'est jamais exactement la même pour personne et change en fonction du contemporain. Moi, j'avais une autre question que j'avais envie de te poser, si on rentre peut-être dans notre musique. Donc, le film que vous allez voir est un film, on a beaucoup dit en triptyque, c'est un petit peu, il est construit sous la forme d'un rétable de peinture italienne classique, où on l'a aussi associé à la construction de la Divina Commedia de Dante, avec une partie qui est l'enfer, qui dure 10 minutes, une partie centrale qui est le purgatoire, qui se passe sur Terre, et en l'occurrence à Sarajevo, on va y revenir, et une troisième partie qui serait aussi très courte, de 10 minutes, qui serait le paradis. Et c'est ça ton point de départ de travail avec Jean-Luc. Donc on va partir, si vous voulez bien, de la fin du film que vous n'avez pas vu, qui est le paradis. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur peut-être... voilà, je ne sais pas. Est-ce que comment ça a commencé par le paradis. Le paradis qui est ici, en fait, qui se trouve... Oui, le paradis, c'est le bord du lac. Le bord du lac.
Oui, enfin bon, disons, avec lui, surtout au début que je commençais à travailler avec lui, je suis de nature plutôt timide, donc j'ai pas. Et bon, lui aussi, hein, enfin, donc on n'était pas à fanfaronner ensemble, mais plutôt un peu comme ça. Et peut-être une petite anecdote, parce que c'est un peu de ça que j'ai vécu d'anecdotes ou d'objets ou de gestes, mais là, il y a une anecdote geste. C'est qu'il m'avait demandé un samedi d'aller, de l'accompagner, il voulait me montrer les décors pour un plan de l'arrivée du paradis, qui est l'embouchure de l'Aubonne à Lamand. Et, euh, euh, et puis on y va un samedi, donc je vais le récupérer un samedi matin et il m'emmène voir cet endroit. C'était le printemps, quoi, quand même. Enfin, je sais plus la saison exacte là, à ce moment-là, parce qu'on s'est rencontrés en septembre, mais je sais plus à ce moment-là, parce que là, la végétation était plutôt verte et il y avait un- un- une situation magnifique, parce qu'il y avait un parterre de fleurs d'ail, de l'ail d'ours comme ça, enfin, toutes les fleurs avaient éclos. Donc ça faisait un petit parterre blanc, comme une espèce de mer de brouillard, presque un peu comme on a eu ce matin plus tôt ici. Mais enfin, tout un parterre comme ça, blanc, de petites fleurs, avec une odeur d'ail très forte. Et c'est un sous-bois, donc il y avait des grands arbres au-dessus. Et ça faisait tout à fait une séquence d'un film de Mizoguchi ou un film japonais. On imaginait la scène. Donc on était les deux, lui il marchait devant, il me montrait son chemin en marchant avec sa démarche un peu comme ça. Moi derrière, d'ailleurs j'avais fait 2-3 images, mais bon bref, et on parle pas trop. Il voulait juste me montrer l'endroit, et après je le ramène chez lui, et puis l'après-midi je me dis mais c'est con parce qu'il faudrait quand même qu'on tourne là, c'est magnifique ces petites fleurs. Et là-dessus il m'appelle, il me dit ah, il faudrait qu'on tourne, je dis mais oui, mais on tournait en pellicule, c'était encore avec un chef opérateur, un assistant caméra, un ingénieur du son perchman, une actrice Nade Dieu qui vit à Bruxelles, un directeur de production qui vit à Paris, l'opérateur aussi, Paris, Julien Hirsch. Bon, voilà. Du coup, on met tout en branle pour que tout le monde vienne tourner tout de suite, mais il ne pouvait pas venir le dimanche, donc il a fallu qu'il vienne le lundi, mais c'était déjà extrêmement rapide de trouver une pellicule, la caméra 35, les optiques, tout le bordel, pour le lundi. Dimanche soir, gros orage, de la grêle, et on arrive lundi matin, ciel de traîne, oui, ce genre de après une tempête, enfin des gros vents, il y a du vent, de la lumière, de la pluie, du vent, soleil, pluie, et puis toutes les petites fleurs, ben, elles étaient écrasées par la grêle, quoi. Il n'y avait plus rien de tout ça. Et puis ben, moi j'étais tout dépité, je me disais ben mince, alors le paradis, s'il fait moche, enfin comme ça. Et Jean-Luc il dit mais non, pourquoi il ne peut pas pleuvoir au paradis? Je dis ben oui c'est vrai. C'est vrai, pourquoi il ne pourrait pas pleuvoir? Et alors, du coup, il improvise un plan. Il dit bon, on va mettre la caméra là. Et il y avait juste une espèce de coin, un peu, une espèce de clairière, comme ça, avec des grandes herbes, justement, des grandes feuilles. Il y avait du vent, ça bouge. Et il dit, bon, on va faire passer Nat Dieu là. Enfin, donc, tout qu'on improvise un moment où la fille doit venir avancer un peu dans le cadre et repartir, comme ça, un peu perdue. Et en plus, le fait qu'il y ait ce vent, qu'il y ait cette énergie comme ça dans le ciel qui passe, c'est un peu inquiétant, quoi. Il faisait un peu froid en plus. Donc elle avance un peu comme ça dans les hautes herbes en se mouillant et tout. Et du coup, c'est inquiétant. Et moi, j'avais trouvé euh, extrêmement touchant de voir que cet homme, il voit pas les choses pour ce qu'on doit faire croire ou pour l'apparence, mais vraiment pour ce qu'elles sont, fondamentales. Je sais pas, j'ai eu vraiment ce pensée. Il filme non pas une actrice, il filme une femme, mais comme il filmerait un arbre ou un animal, il filme l'être, l'essence des choses. Et enfin, j'avais eu mais sans qu'on en parle, quoi, évidemment, mais j'avais vraiment eu ce sentiment-là. Donc, enfin voilà, d'être à l'essence des choses. Donc, même quand il travaille avec, en fait, c'est un très grand, enfin, il était très athlétique, hein, donc il faut considérer que Jean-Luc, c'est un type avec, enfin, il avait des épaules, des biceps, enfin, voilà, il faisait du tennis, vraiment très athlétique, un corps d'athlète. Bon, j'ai pas vu son corps vers la fin, c'était un peu plus différent, mais c'est Anne Wiasemski ou Anna Karina qui disaient non, non, alors Jean-Luc, c'est un corps d'athlète, quoi. Enfin, et ça, je crois tout à fait. Et je regarde là parce qu'il y a plein de petites anecdotes qui me reviennent là sur son corps d'athlète, justement sur notre musique. Au début, donc intimidé que j'étais, je me dis, moi, c'est un vieux monsieur quand même. Donc après avoir tourné des séquences avec lui au Paradis, sur les caméras, on visse une plaquette sous la caméra qui permet de la faire tenir sur le trépied.
Et on doit fixer cette plaquette avec un tournevis et de serrer très fort la vis pour que la plaquette, pour que quand on tient la caméra, elle ne part pas dans tous les sens. Donc, je récupère la caméra à la fin et puis je reprends la caméra pour dévisser. Et lui, il s'apprêté à le dévisser, cette plaquette. Et je lui dis, non, je vais le faire. Un peu dans le sens, Jean-Luc, t'es âgé, enfin, je vais le faire moi. Et bon, je dévisse le truc. Et puis lui, il était un peu vexé comme ça. Bon, après, on s'est dit au revoir, en se serrant la main. Et là, il m'a écrasé la main. Mais il a mis vraiment des connards. Voilà. Alors, des choses comme ça, de lui faire à la place, plus jamais. Donc, s'il laissait tomber son briquet, eh ben, c'est à lui de le ramasser. Quand on était à quatre pattes, les deux, à se passer un câble à l'atelier, ben, je laissais marcher à quatre pattes. Moi, j'allais à l'autre bout de la table pour récupérer le câble. Mais enfin, voilà. Donc Godard, c'est plutôt... Voilà. Moi, je n'ai pas connu Godard, j'ai connu Jean-Luc, quoi, très vite. C'est devenu Jean-Luc. Comme on n'a pas beaucoup de temps, est-ce qu'on parle un tout petit peu de ce qui concerne ce lieu, c'est-à-dire la bibliothèque, les écrivains, les livres, les traducteurs qui sont en fait au centre du film que vous allez voir aujourd'hui, parce qu'en fait c'est vraiment un film. Le Purgatoire se passe à Sarajevo. Sarajevo, c'est une ville qui connaissait très bien. Il a été les 10 années qui ont précédé ce film sur place. Il a fait d'autres opus autour de cette ville-là. C'est une ville qui est importante aussi pour une question d'amitié. Il était très ami avec le fondateur du centre, André Malraux, qui est aussi au centre de ce film. Et il va poser, donc après l'enfer, vous allez voir, c'est une partie documentaire qui ressemble énormément à l'esthétique des histoires du cinéma, un montage entre des films documentaires et des films liés à l'histoire du cinéma qui représentent l'enfer sur Terre, c'est-à-dire la guerre. On va se retrouver dans le purgatoire, c'est-à-dire à la rencontre européenne du livre à Sarajevo, et ça va être une rencontre d'écrivains avec des voix très différentes, justement de traducteurs. Il y a aussi une journaliste, des étudiants. Toutes ces personnes vont se retrouver là et vont essayer par le dialogue de comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on reconstruit un lieu, est-ce qu'on peut le reconstruire. Et la terre Sarajevo va servir de terre d'accueil ou d'image pour parler de ça, pour parler des conflits et de la guerre. Et on se retrouve ici dans une bibliothèque qui pour lui est peut-être une solution, le livre La voix de l'écrivain. Toi, tu as choisi de montrer des images dans la bibliothèque. Vous allez voir en sortant, vous allez vous retrouver projeté dans les livres, mais aussi dans des images et des sons. Il y a quelque chose dans la coïncidence de ces deux choses-là qui est... Voilà. Et donc, ça me permet de parler de ce dernier projet peut-être sur lequel tu es en train de travailler. Vous avez... Ah bah vous voyez plus, c'est éteint. J'ai coupé les... Il y a une projection qui est inclue dans l'installation, mais très légèrement en dehors, qui est sur le mur que vous allez voir juste ici, qui est parallèle à nous, qui est une projection que tu as où tu as filmé la bibliothèque de travail donc, de Jean-Luc. Est-ce que peut-être tu veux dire 2 mots là-dessus ? Oui, ça sera sur le mur. J'ai coupé les images pour que vous restiez concentrés sur l'image du film. Après, on en mettra partout. Oui, lui, il travaillait, mais donc il n'était pas immense, hein, immense de génie, mais c'est un petit homme. Et son appartement-atelier à Rolle est très petit. Enfin, c'est des petites pièces, une petite table, une petite chaise. La chambre de montage, elle est vraiment encore plus petite. Et il y a des machines de montage vidéo et des étagères Ikea qu'il utilise depuis 40 ans, qui permettent de moduler... Enfin, des étagères démontables. Je te coupe, c'est peut-être une intimité qui a été un petit peu recréée ici aussi. Oui, alors l'intimité, c'est les lampes. En descendant, vous avez vu, il y a des petites lampes à abat-jour. C'est pour retrouver cette intimité qu'il y a un peu chez lui. Il avait ces lampes-là. D'ailleurs, si vous regardez dans ses films, vous retrouverez très souvent dans les parties d'appartements ce genre de lampes, les lampes à abat-jour. Donc c'est pour aussi recréer l'intimité de la pensée, l'intimité de la lecture, l'intimité de la chaleur de l'intérieur de la pensée, enfin, du livre aussi évidemment, parce qu'on lit à côté de ou on écrit à côté de ces types de lampes. Là, ça fait un petit parcours, leitmotiv dans l'exposition. Non, son atelier, sa salle de montage, elle est incroyable parce que la manière qu'il a de faire un film, c'est d'abord de mettre... Alors, il note des choses dans un cahier avec des collages d'images, de choses, mais très vite, il nous demande des listes de livres, ou des listes de films, ou des listes de musique.
Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il vide les étagères et il les reconstitue selon le nouveau film, un rayon par chapitre, et il range les livres qui composent le chapitre en question. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que si, avant même qu'il ne fasse le montage, vous passez sur votre œil, vous regardez les titres des livres sur les étagères, c'est déjà de la pensée, parce qu'il associe, là tout à l'heure, vous allez le voir là, par exemple, il y a un livre qui est le texte de son film Éloge de l'amour. Donc, il y a Éloge de l'amour. Donc, si vous regardez que les titres, il y a Éloge de l'amour. En dessous, il y a un grand livre sur les dettes. Intéressant. L'amour, les dettes économiques, la dette, la question de la dette. Et ça se termine avec la société contre l'État. Ça se termine avec les fleurs du mal. Bon, alors du coup, vous pouvez penser, c'est quoi la pensée? Enfin, penser la relation amoureuse, les dettes, la société. Enfin, voilà, c'est déjà de la pensée en fait. Ne serait-ce que les titres, son montage est déjà de la pensée. Donc en fait, se promener à l'intérieur de ces salles de montage, de son bureau. Et en plus, il a fait des collages sur un mur où il a fait un espèce de totem testament où il parle de la mort, ça part des anges. Donc si c'est un dessin une peinture de Matisse et un portrait qui ressemble à Anne-Marie, sa femme. Au milieu, il y a un chien, enfin Roxy, et il y a la mort, il y a un texte de Bérénice de Racine. Enfin, à l'intérieur de son appartement, c'est être dans un film, dans de la pensée dans l'espace. Donc l'idée en de mouvement, faire... de la pensée en mouvement. Oui, enfin en tout cas, elle se met en mouvement. C'est la sienne qui est en mouvement, du coup il en fait des choses, et vous, quand vous remettez à sa place, la pensée revient en vous. Donc en fait, il y a une espèce d'héritage d'immortalité là, parce que la pensée, elle renaît en vous. Donc en fait, voilà. Mais malheureusement, c'est pas un endroit qu'on peut visiter. C'est tellement petit qu'on peut pas faire un musée de cet espace. Donc l'idée, c'est de faire en tout cas un film ou un objet cinématographique qui, grâce à la caméra ou le fait de pouvoir focaliser, la focalisation du cinéma, permet de peut-être faire un voyage et de partager ce voyage, d'être à l'intérieur de ses pensées. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée. Donc là, pour essayer, c'est un projet que j'ai en cours, que je cherche à financer. Et pour un peu remuer la salade, pour un peu essayer des choses, il y a sur le mur du fond, il y a 2 projections de ces images-là. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure pendant la visite, sinon je n'aurai plus rien à dire. Et comme on dit visite guidée, il faudrait bien que je vous guide un petit peu, sinon c'est préférable de toute façon dans toutes les visites, c'est que vous visitiez par vous-même. Si je suis là et que je parle, ça va bypasser vos pensées, donc je peux en parler un petit peu, puis après à vous de vous laisser vivre vos pensées. Alors tu veux qu'on en revienne au film peut-être? Oui, parce que c'est quand même ça que vous êtes surtout d'abord venu voir là. Moi, c'est un film que je connaissais mal. Donc j'ai pris quelques notes qui sont personnelles que j'aimerais partager avec vous, que je voudrais laisser ouvertes, mais sur des choses qui me semblaient importantes sur la question du besoin de fraternité, du dialogue et de laisser en tout cas de la tentative du dialogue. Il y a un certain nombre de symboles qui sont dans ce film qui est extrêmement complexe. À chaque fois qu'on cherche quelque chose, on trouve évidemment, comme toujours chez Jean-Luc Godard, beaucoup d'informations. On n'est pas obligé de le faire, mais si on s'amuse à le faire, on se rend compte que au centre du film, on a l'histoire de la reconstruction du pont de Mostar, qui est au niveau symbolique l'histoire de reconstituer un pont qui a été détruit à cause de la guerre et qui met en lien 2 lieux avec des ethnies et des cultures différentes. On a une figure qui s'appelle Olga, qui est une jeune femme et qui est aussi le prénom de la première victime civile qui a été tuée en 92 pendant la guerre. Il y a la figure d'Hannah Arendt qui revient très régulièrement dans ces films et qui est une petite citation mise là. Il y a la question de l'amitié. Il y a les contradictions entre les personnages qui cherchent chacun dans leur voie à trouver peut-être quelque chose de l'ordre de la paix. On verra s'ils y arrivent ou pas. Il y a la citation directe avec la question du suicide et de Camus. Voilà, donc il y a un film qui est plein de tentatives. Je serais très intéressée de savoir quelle sera votre lecture. Mais peut-être ce qu'on peut juste dire par rapport à l'exposition, c'est qu'effectivement, vous allez percevoir des images, entendre des sons, accepter d'être en dialogue pendant 1h20 dans ce film. Et quand vous allez voir l'exposition, il y aura un moment où peut-être vous allez reconnaître une image, un son.
Et donc, ce tissage entre une mémoire collective, votre mémoire personnelle et ce que vous venez de voir va commencer à opérer. Et donc, si vous avez vu des films, certains de ces 5 films, le tissage se fera autrement. Si celui-là, c'est le premier, ça se fera d'une autre manière. Mais il y a quelque chose autour de la question de la mémoire et de comment est-ce qu'on se souvient, qui est central dans tout le travail de Jean-Luc Godard. Et là, tu nous invites, à travers ces films, à faire travailler notre mémoire, nos souvenirs, et à être d'accord d'être dans cette temporalité-là. Oui, c'est un jeu aussi, c'est un jeu de se souvenir, c'est un jeu de jouer à ses émotions, et c'est un jeu de regarder aussi. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais enfin, il y a pour moi le plaisir ludique de voir. Et là, c'est un prétexte pour regarder, d'associer 2 images, qu'elles se superposent sur des tissus ou qu'elles s'associent de côte à côte, avec le réel derrière. C'est vraiment le plaisir de voir. Et d'ailleurs, ce côté enfantin du plaisir, c'est pour ça qu'on l'a mis sur l'affiche de l'expo. La photo de ce petit garçon, en fait, c'est Jean-Luc enfant. C'est sa maman qui faisait pas mal de photos, au contraire de ce que disait Antoine Debec, qui disait qu'il n'y a pas de photos de Godard, il y en a tout plein. Et je faisais beaucoup de photos, et puis j'ai utilisé cette photo parce que c'est ce petit garçon qui a l'air un peu effrayé comme ça face aux choses. Et il a mis cette image à la fin de son dernier film, dans le livre d'images. Et donc l'anecdote de cette image, c'est drôle, c'est sa maman justement qui faisait plein de photos, et lui il était dans leur cuisine, et avec sa sœur il grattait le crépi qui était à côté de la table, le crépi qui se décollait, et puis chaque fois il se faisait engueuler. Et là elle arrive dans la cuisine et il voit qu'il faisait ça, elle dit Jean-Luc, et il déclenche et lui fait comme ça. Mais il met ça à la fin de son dernier film, face au monde. Donc c'est toujours ce petit garçon qui voit le monde et qui est surpris par le monde. Donc, et là, dans notre musique, c'est évidemment la guerre de Bosnie, mais c'est la guerre, c'est l'Israël-Palestine. Ça résonne, donc c'est complètement d'une actualité frappante. Et aussi, ce qui est c'est assez intéressant ici, vu que c'est un lieu de la littérature, le livre est au centre de ce film-là. Le personnage d'Olga va mourir parce qu'elle a des livres dans son sac. Enfin, finalement, non, pas parce qu'elle a des livres dans son sac, mais elle avait des livres dans son sac au moment de sa mort. Enfin, voilà, le livre, il y a une bibliothèque qui a été incendiée, celle de Sarajevo, qui est au cœur du film. Donc, voilà, La bibliothèque, librairie, centre culturel, les lieux aussi sont très forts, effectivement. Vous allez voir cette bibliothèque en ruine dans laquelle beaucoup de scènes sont tournées. Il y a aussi le marché qui a été bombardé, qui se trouve juste en face du centre André Malraux, et au centre métrique du film, parce qu'il y a souvent une construction métrique, il y a un dialogue auquel j'ai pas eu accès, parce que la version que j'ai eue n'était pas sous-titrée, donc je ne sais pas si vous y aurez accès ou non, qui est un dialogue assez long entre un poète palestinien et une jeune femme qui, dans le film, joue le rôle d'une journaliste, mais en réalité, ce dialogue a réellement existé avec une actrice israélienne. Et le dialogue original était en hébreu, et Godard a choisi que ce dialogue soit en arabe et en hébreu. Donc moi, j'ai eu accès à la partie métrique le centre du film. Je ne comprenais pas ce qui se disait, mais j'entendais 2 langues différentes essayer de dialoguer. Peut-être vous aurez accès à ce qu'ils se disent. En tout cas, il s'agit de 2 poètes, et donc le centre du film, c'est vraiment la question de la poésie et de la recherche possible d'un pont. oui, c'est très beau d'ailleurs ce moment-là, parce que vous allez entendre de l'arabe et de l'hébreu en même temps. Enfin, les dialogues, évidemment, c'est pas. Je crois que c'est pas sous-titré dans cette copie-là non plus, sauf erreur. Je sais plus, j'ai pas vérifié. Vous aurez la surprise. Ça va être le suspense, mais c'est très beau de se dire, tiens, il y a une partie où je crois que volontairement, il n'a pas voulu le sous-titrer. Peut-être ça a été sous-titré par d'autres, mais c'est-à-dire qu'on entend la langue pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle veut dire. Enfin, on entend la musique de la langue. Le film s'appelle Notre musique. Et ce que tu me disais, mais quelle est la traduction? J'ai dit, ce qui serait intéressant de faire, c'est si moi qui ne parle ni arabe ni hébreu, pour comprendre, je vais demander à un arabe, quelqu'un qui parle arabe, à quelqu'un qui parle hébreu, de venir voir la séquence et de leur demander de me traduire. Et du coup, de les réunir et de réunir ça.
Et je pense que c'est un peu, pas cette idée-là, mais c'est en tout cas ce que je ressens de ce moment-là, c'est de créer du lien par la langue. Donc si on ne comprend pas, on va demander à quelqu'un, tiens, viens, explique-moi ce qu'il dit, et toi, Hébreu, viens, explique-moi, et essayer de recommuniquer entre vous deux. Il y a en tout cas quelque chose de la tour de Babel dans ce film. Et le paradis, c'est un endroit sans mots. Et je pense qu'il y a eu cette phrase très obsessionnelle qu'il a eue, qui était de dire que la langue n'est pas le langage. Il y a quelque chose qui tourne vraiment autour de ça dans ce film. Et vous verrez, la fin ramène au début, peut-être, comme hypothèse. Donc voilà. On leur met le début peut-être, voilà. Comme ça. Merci pour votre Comme ça, attention. vous avez le temps de voir le film. Ah, juste peut-être encore vous dire, la visite guidée commence à 1h30 en haut. Voilà. Ouais. Donc si vous voulez rejoindre Fabrice pour la suite dans l'espace, pour compléter ce qu'on vient de dire. Et puis nous, on est à disposition s'il y a des questions ou des envies de discussion après le film. Oui, en haut, c'est aussi la librairie. Il y a de quoi faire quelques emplettes, acquisitions littéraires, de livres, si jamais, de scénarios de Jean-Luc, quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Merci.